On vous demande de vous engager. Mais la grande question, c'est de s'engager pourquoi? Pourquoi faire? Avec qui? Et la grande question, on va pouvoir y répondre. On va pouvoir y répondre parce que le parti a lancé des ateliers sur lesquels nous vous donnerons beaucoup plus d'informations dans les jours et les semaines qui viennent et qui vont vous dire qu'en fait, la force, la capacité de réflexion et le projet, enfin, le parti s'est rendu compte que c'était les militants qui l'avaient. Qu'on allait arrêter de croire que d'autres pouvaient penser à notre place, parce que nous sommes la base, nous sommes la vie, nous sommes le quotidien de ce parti, mais surtout parce que nous sommes des citoyens qui, au jour le jour, voyons nos fins de mois difficiles, découvrons que nos amis, nos parents, nos familles, qu'ils soient à Duferco, NMLK, Arcelor ou même en France, se retrouvent brutalement mis à la porte dans des conditions ignobles, qui ne relèvent pas du tout de la mauvaise capacité de travail, qui ne relèvent pas du tout du fait qu'à un moment donné l'entreprise soit mal gérée. Non, non, justement, c'est juste l'inverse. C'est parce que les choses sont très bien gérées que, comme d'habitude, dès qu'il s'agit de faire des économies, on va d'abord saquer dans le personnel, on va d'abord saquer dans l'humain. Alors, face à ça, vous me direz, alors comment, Président, tu veux qu'on s'engage? Mais je vous dirais, camarades, que dans nos cerveaux, il y a l'histoire. Il y a l'histoire de nos résistances, il y a l'histoire de nos combats. Moi, je sais qu'on m'avait dit, ah non, enlever les enfants de la mine et les femmes, c'est pas possible. On ne pourra plus jamais travailler. Quoi? Des travailleurs à 8 heures par jour? Mais vous imaginez quoi? Que comme ça, on peut tenir des industries? Ce n'est pas possible. Comment? On va tous mettre dans une caisse et on va répartir par rapport à ceux qui en auraient besoin demain. Non mais vous rêvez, on ne va jamais donner cet argent. Et pourtant, nous socialistes, on l'a fait. Non seulement on a fait la semaine, évidemment, des 3x8, pardon, la journée des 3x8, on a fait évidemment les réductions du temps de travail, on a créé la sécurité sociale, on s'est engagé par rapport aux droits des travailleurs, on permet aux travailleurs de pouvoir se défendre lorsque le patron prend des dispositions qui sont tout à fait non conformes au droit le plus élémentaire de la protection du travail, mais surtout, lorsque les gens sont malades, lorsqu'ils sont en difficulté, lorsqu'ils ont des enfants et lorsqu'ils en ont besoin, eh bien nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle sécurité sociale et qui répond présent. Seulement voilà, depuis 2008 on est dans la crise, et dans la crise évidemment, encore une fois que l'on paye une crise, je rappelle, qui n'est pas une crise économique au départ, mais bien une crise financière, gérée par ceux qui ont spéculé, gérée par ceux qui n'ont pas été contrôlés, et gérée par ceux qui essayent toujours de faire du bénéfice sur de l'argent. Depuis cette crise de 2008, l'exercice, enfin, je dirais, il nous sauverait presque. Parce que enfin, les bonnes questions sont posées. Est-ce qu'il est légitime qu'une banque vous pique votre pognon pour aller investir sans vous consulter? Ben non. Donc il faudra travailler sur le contrôle des banques. Est-ce qu'il est légitime qu'on continue à planquer son argent dans les paradis fiscaux? Je vous garantis que depuis 2000-2001, avec d'autres camarades, on avait fait cette fameuse liste grise des paradis fiscaux. On avait dénoncé à l'OCDE tout ce qui se passait. On avait donné. Mais ça n'intéressait personne. Depuis 2000, 2001, 2002, on a dit qu'il fallait taxer l'argent. On ne peut pas continuer aujourd'hui à taxer uniquement le travail, puisque du travail, il n'y en a pas, et qu'en plus les salaires n'augmentent pas. Alors peut-être qu'on pourrait prendre en considération ce fameux pognon qui passe d'un côté et de l'autre, qui n'arrête pas de faire du bénéfice et sur lequel il n'y a aucun investissement, ni social ni économique. Ah ben on commence maintenant à 11, à 12, à 13 à parler de la taxe sur les transactions financières. Évidemment, on va aussi parler de la taxation sur les gros revenus, on va évidemment enfin s'attaquer aux intérêts notionnels avec évidemment, je le dis, un certain nombre de rectificatifs importants à amener, mais vous allez entendre les pleureuses. Les pleureuses, c'est tous ceux qui vont dire tous les matins « Ah oui, mais il n'y avait qu'à le faire plus tôt, on aurait dû faire ça comme ça », et puis il y a tous ceux qui vont dire « Mais enfin, sans cet argent, comment est-ce que vous voulez que l'économie travaille ?» Eh bien, mes chers camarades, l'économie, elle n'a pas besoin d'un capital comme celui qu'on a, qui passe son temps uniquement à faire des petits pour lui. L'économie, je vous rappelle, en tous les cas dans les classes marxistes, c'est bien l'économie au service des gens, du peuple. L'économie, c'est bien celle qui nous sert pour faire en sorte que notre bien-être à tous soit amélioré. C'est pas seulement pour que les plus gros deviennent plus gros et les plus pauvres plus pauvres. Le principe aussi, c'est que si on passe son temps à taxer toutes les entreprises, c'est pas seulement pour faire de l'argent pour le gouvernement, mais non,
je vous rappelle que cet argent, il sert pour les services publics. Il sert pour les différents services dont nous avons besoin, les rues, les écoles, l'éducation, la culture. C'est à ça que ça sert. Alors, à partir du moment où on est en période de crise, et on a tous un peu peur, on regarde ses comptes, on regarde son portefeuille, et que tout le monde commence à parler de tout et à faire des amalgames, moi j'appelle au secours. Au secours pour qu'on remette les choses à leur juste place. Au secours pour qu'on arrête de dire tous les matins, tout est dans tout, et finalement, les socialistes, c'est comme les autres, ils sont tous dit dans le gouvernement et il n'en faut pas une de plus, et de toute façon, si on pouvait voter encore ailleurs, et s'il y avait qu'à, si on pouvait... On arrête. On arrête. Ceux qui sont avec moi dans cette salle et qui commencent à avoir quelques cheveux blancs le savent. 82-86, on a défilé. Et je peux vous dire, camarades, pour avoir défilé, qu'on a défilé pendant des heures et des heures devant le rire et le sourire goguenard d'un certain nombre. Depuis 82-86, moins 15% de pouvoir d'achat perdu, en particulier pour les petits revenus. On ne les a pas récupérés. Depuis 86, on avance doucement sur un volet sécurité sociale. Ah oui, la sécurité sociale. Bah, ça vous paraît évident, peut-être que quand vous allez à la pharmacie ou quand vous allez à l'hôpital, finalement, vos factures, elles vous paraissent toujours trop importantes. Je suis bien d'accord. N'empêche. Et comparaison n'est pas raison, n'empêche qu'en Grèce, il n'y a plus de médecins, en Espagne, il n'y a plus de médicaments, au Portugal, il n'y a même plus de réseau de santé existant. Je ne vous parle pas de l'Irlande, où là, quand ce n'est pas les Anglais qui viennent occuper nos différents hôpitaux, on se demanderait comment on pourrait faire pour trouver des listes aussi dans les maisons de repos. C'est difficile. Mais si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, le travail que nous faisons tous les jours, c'est d'abord et avant tout un travail de résistance. Je salue la présence de Paul Furlan qui est avec nous et qui, avec tous les socialistes au gouvernement wallon, a construit un programme qui s'appelle Plan Marshall 2.0. Le problème, c'est qu'on communique mal. Qu'est-ce que c'est que Plan Marshall 2.0? Qu'est-ce que c'est qu'Horizon 2022? Qu'est-ce que c'est que tout ce transfert de compétences? Moi, quand je regarde mon portefeuille à la fin du mois et que je vois mon caddie au supermarché, je me rends bien compte que ça ne me concerne pas trop. Et pourtant, nous sommes en Wallonie, camarades. Et la Wallonie a du retard. Du retard, non pas parce qu'elle a mal travaillé, non pas parce qu'on est des paresseux, non pas parce qu'on est des gens incapables de gérer, mais parce qu'on paye les factures du passé. On s'est organisé pendant des années de manière généreuse, fédérale, belge, à soutenir l'économie du pays. Ah ouais, on a donné de l'argent pour des ports, pour des transports, on n'a pas fait le compte en Wallonie. Et quand on dit aujourd'hui que peut-être on a beaucoup trop donné par rapport à ce qui nous revient, et que peut-être que le 60-40 pourrait être revu d'une certaine manière, certains ont soudainement des amnésies. Mais ça, c'est une grande caractéristique de la droite, et surtout de la droite extrême, c'est l'amnésie. Hein. C'est de ne jamais se rappeler l'histoire, surtout quand ça ne les arrange pas. Et dans le Nord, je ne sais pas si c'est la construction du néerlandais qui fait que le verbe est toujours rejeté à la fin, mais ils oublient tout. Ils oublient l'histoire, ils oublient nos combats, ils oublient les engagements qu'on a pris, ils oublient, et je vais le dire le grand mot, la solidarité. Mais l'histoire va jouer un tour, parce que l'histoire, elle est dialectique. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eux aussi vont se retrouver avec une population beaucoup plus vieillissante. Eux aussi vont se retrouver avec un chômage qui commence à monter. Et eux aussi vont devoir faire des autres comptes. Alors, ceux qui, dans le Nord, continuent à leur faire croire qu'en regardant la mer, et surtout en tournant le dos aux autres, on va avancer, je peux vous dire qu'ils se trompent. Mais la question, c'est de savoir... Est-ce que dans le Nord, on est d'abord flamand ou bien d'abord solidaire? D'abord belge ou d'abord capitaliste sur son portefeuille? Et ça, c'est la grande question du débat qui va se faire. Pourquoi ça nous concerne? Parce que 2014, grande réforme, très très grande réforme. Le Sénat va disparaître et ce sera un Sénat où ce seront les régions qui seront représentées. Grande réforme, parce qu'on verra qui sera à la tête de la région flamande. Grande réforme, parce qu'il va falloir négocier centimètre par centimètre un nouveau gouvernement. On vient de se taper une crise de 540 jours. On vient, depuis 400 jours, de retrouver une stabilité d'État. Ça veut dire que quand on parle, on dit la Belgique. Pendant des mois et des semaines, ceux qui allaient en voyage à l'étranger, tout le monde se foutait un petit peu de nous en disant « Quoi, la Belgique, finalement, sans gouvernement, vous en sortez mieux ?» Je pense qu'en Italie, à un moment donné, ils se sont dit aussi qu'ils pouvaient en sortir mieux. Je crois que ça ne s'est pas trop bien passé. 540 jours.
540 jours où vraiment tous les matins on était dans l'angoisse. 540 jours parce que pendant qu'on ne fait pas de gouvernement, l'Europe avance. Et c'est ça qui va nous attendre à partir de 2014. 3 échéances devant vous. La région, le législatif avec la Chambre et l'Europe. L'Europe. Vous vous dites, l'Europe, moi j'en ai rien à faire, de toute façon, c'est quand même pas un truc qui me sert. Chaque fois qu'on entend parler de l'Europe, c'est contre moi, c'est contre nous, ça ne nous donne rien. Erreur. C'est pour ça que je crois qu'il est important de comprendre ce qui se passe. Le niveau européen, il se construit au départ de nos gouvernements. Le Conseil des ministres, c'est les ministres de tous les gouvernements européens, et donc le nôtre. Le Conseil, à chaque fois, prend des décisions fondamentales. Donc quand vous voterez pour les législatives, ou quand vous voterez pour le régional, parce que le régional aussi intervient au niveau européen, et que vous vous tromperez d'interlocuteur, eh bien dites-vous que comme un effet démultiplicateur, on va retrouver exactement la même représentation au niveau européen. Et donc quand l'Europe prend des décisions qui nous posent problème, parce que l'Europe n'avance pas, parce que l'Europe est d'abord celle du capital, parce que l'Europe est d'abord celle uniquement du libre-échange, parce que l'Europe est d'abord celle de la concurrence, eh bien cette Europe-là, elle va continuer. Donc, au secours, mes amis. Au secours, parce que je fais appel vraiment à la réflexion et surtout à la résistance. Résistez, camarades, à tous ceux qui vous diront qu'avec eux, ce sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est normal. Ils ne savent pas ce que c'est que mettre les mains dans le cambouis tous les matins. Nous, ça fait 25 ans qu'on le fait. Et je peux vous garantir que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend des décisions comme parfois on doit en prendre. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Jusqu'à présent, camarades, dites-vous qu'on n'est pas dans la situation des autres. Et peut-être qu'on ne mesure pas la place que la Belgique aujourd'hui a sur le plan international. On est crédible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on emprunte moins cher. Ça veut dire qu'on dépense beaucoup moins pour les crédits. Ça veut dire qu'on peut mettre un peu plus d'argent ailleurs quand c'est possible. L'appel, il est simple. C'est que votre confiance dans le combat que l'on met, que ce soit un Premier ministre qui est plus le médiateur entre les différents partis et qui, quand même, grignote doucement un certain nombre de choses. Un gouvernement wallon qui avance, qui se bat, qui construit des structures économiques d'avenir pour l'emploi, la jeunesse, pour l'éducation et la culture aussi à la communauté française. Des communes qui sont à vos côtés et qui investissent au maximum pour le bien des citoyens, ce sont des atouts pour lesquels nous avons besoin de votre confiance. Sans votre confiance, on n'est rien. Et avec votre confiance, on peut beaucoup. Avoir confiance dans le travail que les socialistes peuvent faire sur le terrain, c'est vraiment le message que je veux vous délivrer pour le 1er mai. C'est vous dire que jamais on ne laissera quelqu'un sur le côté. Jamais on ne baissera les bras, même si on est dans des gouvernements qui ne nous arrangent pas toujours. Jamais on ne cédera sur les valeurs essentielles de la protection des plus démunis, de la solidarité, de l'avenir pour les jeunes et surtout, de la fraternité entre nous. Alors, on est un 1er mai. Moi, j'appelle le 1er mai 2013 le 1er mai de l'offensive et du combat. À partir d'aujourd'hui, et dans un an, on se retrouvera sans doute, mais à des moments beaucoup plus chauds, il faudra à chaque instant poser des questions, interpeller, venir dans les ateliers, vous engager à nos côtés, nous dire les réalités du terrain qu'on n'aurait pas vues, mais nous dire surtout ce que vous attendez du combat que l'on doit mener. Il nous faut construire un nouveau projet. Nous avons de nouveaux ennemis, de nouveaux défis. Il nous faut construire un nouveau projet. Ce projet, sans vous, il n'est rien. Avec vous, il sera tout. Alors, camarades, je sais que souvent vous êtes indignés par ce qui se passe. Je vous prie et je vous demande, engagez-vous à nos côtés et nous avancerons ensemble. Très bon 1er mai.